Bonjour tout le monde, c'est Thibaut de corrigetonimpôt.fr. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire la déclaration d'impôt Pinel en ligne, principalement la déclaration d'impôt 2024 sur les revenus 2023, puisqu'on a pas mal de choses qui ont changé. Donc on va voir toutes les étapes, je vais essayer d'être le plus complet possible, que vous ayez un nouveau Pinel Plus, métropole ou outre-mer, ou que vous ayez un ancien Pinel qui a déjà démarré, ou encore que vous ayez un Pinel il y a plus longtemps et que vous tentez de proroger pour 3 ans, si ça fait déjà 6 ou 9 ans que vous l'avez. Si vous ne me connaissez pas, je gère le site corrigetonimpôt.fr qui réunit chaque année des millions de personnes et de professionnels sur le thème de la fiscalité. J'ai écrit un guide Pinel entier que je citerai souvent dans la vidéo. Je vais essayer d'être le plus concis possible et de ne pas la faire trop traîner. Mais voilà, au niveau de la déclaration Pinel, il y a beaucoup de choses à savoir pour optimiser. Donc parfois, je vous renverrai vers le guide. Et je fais aussi des formations en direct. Donc si vous voulez poser vos questions ou voilà, si vous avez des cas un peu plus précis, je vous donnerai les conférences à la fin de la vidéo. Donc pour la déclaration Pinel, il est important de comprendre qu'il faut faire trois choses. La première chose à faire, c'est déclarer vos revenus fonciers. C'est-à-dire que comme vous louez un bien, vous touchez des loyers, vous avez des charges, et tout ça, ces loyers et ces charges, ça se déclare sur une première déclaration, qui est la déclaration de revenus fonciers. Ça va être on va dire, la première que je vais citer. La deuxième chose à faire, c'est comme vous avez un bien Pinel, il est important de respecter des conditions, d'avoir un certain loyer qui ne soit pas trop haut, que votre locataire réponde à des conditions, que votre bien soit au bon endroit. Et ça, le fisc le vérifie sur une déclaration qui s'appelle la 2044 EB. Donc c'est la deuxième déclaration, la 2044 EB. Celle-ci, elle est primordiale puisque si elle est mal remplie ou si elle est inexistante, on peut vous retoquer tout le Pinel parce que c'est aussi cette déclaration qui sert à vous engager à louer. Par contre, on ne l'a fait que sur les années clés. La première année, au bout de 6 ans, si on proroge jusqu'à 9, donc la septième année du coup, et au bout de 9 ans, si on proroge jusqu'à 12, donc la dixième année. Donc sur ces années phares, 1, 7, 10, on a une deuxième déclaration à faire qui est la 2044B. Et enfin, il faut demander votre réduction d'impôt, parce que sinon vous ne l'aurez pas, et c'est très fréquent, hein. Je corrige énormément de déclarations où les gens n'ont juste pas demandé leur réduction d'impôt Pinel, ce qui est très dommage. Et ça se passe sur une troisième déclaration, qui est la déclaration 2042C complémentaire. Avant, pardon, c'était la 2042C, depuis 2 ans, c'est la 2042 RICI, réduction d'impôt et crédit d'impôt. En ligne, ça se matérialise à l'étape 3. Donc je vais directement à l'étape 3 ici, revenus et charges. Avant, c'est ce qui concerne la situation familiale. À l'étape 3, revenus et charges, tout se passe là. Pour demander le troisième aspect dont j'ai parlé, demander votre réduction Pinel, ça va se passer en cliquant ici. On va enlever tout le reste. Investissement locatif, Pinel de Normandie, Duflot, Cellier, etc. Si vous voulez votre réduction Pinel, ça se passe ici. Et donc il faut cocher cette rubrique. Ensuite, si vous voulez déclarer vos loyers et vos charges, et ça il faut absolument le faire, il faut même le faire, on va voir, avant de percevoir des loyers parfois, il faut faire ce qu'on appelle une déclaration de revenus fonciers, c'est la 2044. Donc je suis allé un peu vite pour la débloquer, je remonte, elle est ici dans déclaration annexe, et vous cochez 2044. La 2044 spéciale est très similaire. L'aspect spécial est nécessaire pour d'autres biens. Vous pouvez remplir l'une ou l'autre. Si vous avez le Pinel, la 2044 suffit, l'autre marche aussi. Et enfin, si vous êtes dans une de ces années phares qu'on a vues, la première, la septième ou la dixième, il faut remplir la 2044B qui est juste ici. Et donc il faut cocher pour qu'elle s'affiche également. Ce que je vous propose, du coup, maintenant tout est coché. Je peux aller sur suivant. Et au fur et à mesure de la navigation, on va aller voir tout apparaître. Donc je vous propose de commencer par la première que j'ai évoquée, c'est-à-dire la déclaration des revenus fonciers, la 2044. Elle est ici, elle apparaît sur la gauche en fait, et je vous conseille de la remplir tout de suite puisque le résultat final va se reporter ensuite sur la déclaration principale dans les cases numéro 4. Et au lieu d'avancer dans votre déclaration principale et après de faire celle-ci, ça va vous obliger à retourner en arrière, vous ne pourrez pas vérifier, donc passez bien par l'annexe 2044 d'abord, en premier lieu. Alors, le fisc vous rappelle que maintenant,
Si vous avez un nouveau bien immobilier, il faut penser à le déclarer dans Gérer mes biens immobiliers. Ça, voilà, si tout bien immobilier en France maintenant doit être déclaré. Donc, si vous possédez un bien, vous mettez ici dans propriété rurale et urbaine 1. Si jamais vous en avez plusieurs, vous mettez 2 ou 3. Ici, on met toutes les locations vides, que ce soit du Pinel ou des locations vides classiques. Donc, si vous avez un Pinel et une location vide, vous mettez 2. Là, je vais prendre le cas de quelqu'un qui a un seul Pinel. Si jamais votre Pinel est détenu dans une SCI, dans une société civile immobilière, dans ce cas-là, c'est différent. Vous allez quand même remplir cette déclaration de revenus fonciers, mais à travers le cadre en haut. Et tout le détail que je vais montrer là, on va voir pour déclarer les loyers et charges, tout ce détail-là, vous avez dû déjà le faire dans une déclaration avant, en mars, qui s'appelle une 2072, une déclaration de SCI, et vous aurez juste à reporter les résultats là-dedans. Donc tous les conseils que je donne sont valables pour la SCI, mais il faut le faire à travers la 2072. Si vous ne l'avez pas fait, voilà, je vous oriente vers l'e-book, puisqu'on ne peut pas tout faire, qui vous expliquera comment la remplir pas à pas, mais c'est le même fonctionnement. Une fois que vous cliquez ici, vous arrivez voilà, sur la 2044 qui reprend toutes les cases. Je vais me réduire un peu. Voilà, pour qu'on voit bien. Donc celle-ci, elle est primordiale. Au niveau du timing, c'est la première qu'on fait. C'est-à-dire qu'on verra tout à l'heure que le moment où on a la réduction d'impôt Pinel est très important, savoir quand est-ce que ça commence. La déclaration de revenus fonciers, elle commence dès lors que vous avez des charges sur votre bien immobilier. En effet, au bout d'un moment, vous avez des loyers. Ces loyers vont être imposés et très imposés. Les loyers engendrent de l'impôt selon votre tranche fiscale. Si vous faites un Pinel, c'est au moins 30 normalement. Et ils engendrent des prélèvements sociaux qui sont de 17,2%. Ça veut dire que tous vos loyers sont fiscalisés à 47,2%, quasiment 50. Je vais souvent arrondir à 50. Heureusement, avant de payer l'impôt sur nos loyers, avant de payer 50% sur nos loyers, on a le droit d'enlever des charges. C'est ce qu'on appelle le régime réel. On prend les loyers, on enlève les charges. Et c'est seulement le résultat qui va être imposé. Donc on a deux choix, soit on fait loyer moins charge et le résultat est imposé, soit on passe par une autre option qui s'appelle le régime microfoncier et du coup on a un abattement de 30%. Si vous faites un Pinel, je suis à peu près sûr que vous avez peut-être des travaux, souvent c'est du VFA, et surtout vous avez fait un prêt. Dès lors que vous avez fait un prêt, ne cherchez pas, le régime réel est plus intéressant et c'est pour ça que c'est celui-là que je montre directement. Donc au régime réel, on va vous demander ici de remplir l'adresse du bien Pinel et le nom et prénom du locataire. Ces aspects-là sont purement informatifs, vous pouvez voilà, les remplir sans trop de problèmes. On vous demande la date d'acquisition de l'immeuble, c'est la date à laquelle vous avez acheté le bien. Encore une fois, ça c'est informatif, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et le nombre de locaux, un bien c'est un local. Les gens qui louent des immeubles avec 6 appartements, ils mettent 6 ici, voilà, par exemple. Mais vous, c'est 1. Ensuite, il faut remplir tout ça ligne à ligne. Toutes les rubriques 211 à 215, c'est ce qui va faire augmenter votre impôt. Vous allez mettre les loyers, tout ce que votre bien Pinel engendre comme revenu, et c'est ça qui va engendrer l'impôt. Heureusement, avant que tout ça arrive, on va pouvoir déduire des charges et venir diminuer la note. C'est très important. Et donc une grosse partie de l'optimisation Pinel ne passe pas par la réduction Pinel, qui elle est fixe et voilà, une petite astuce, mais une grosse partie de l'optimisation fiscale d'un Pinel passe par cette déclaration de revenus fonciers, où on va essayer pendant le plus longtemps possible de maintenir un résultat loyer moins charge le plus bas possible. Alors ça, comment c'est possible? C'est là le plus important. Je ne vais pas faire du ligne à ligne, je vais faire une autre vidéo spéciale déclaration de revenus fonciers où je ferai du ligne à ligne. Et on a de toute manière une conférence sur le sujet. Et tout est aussi détaillé ligne à ligne dans l'ebook si vous voulez. Voilà, on fera une conférence exactement sur le sujet, mais je vais quand même vous donner les plus importantes. La conférence sur le sujet revenus fonciers, elle est ici, c'est le 2 mai. Le plus important, donc au niveau des loyers, c'est de mettre les loyers que vous avez perçus dans l'année. Imaginons j'ai perçu 5 000 € de loyer, je mets 5 000. Pour l'histoire de est-ce que c'est loyer avec charge ou sans charge,
vous avez un article gratuit sur le site Corrige ton impôt. Vous tapez dans la recherche ici loyer charge sans charge, vous allez tomber dessus et vous verrez le détail selon votre situation. Les lignes en général 212, 13 et 14, il n'y a rien à remplir là-dedans, c'est assez rare. Au niveau des frais et charges, là on va passer du temps, c'est très important. Il y a d'abord les frais d'administration et de gestion. Donc le fisc vous dit ici les commissions versées à un tiers, les frais de procédure, etc. Grosso modo, pour des Pinel, le plus fréquent, donc encore une fois dans le guide j'énumère tout, là je ne peux pas tout mettre, mais le plus fréquent c'est les frais d'agence immobilière. Si vous payez une agence immobilière pour gérer le bien, les frais doivent aller là-dedans. Pareil, si vous êtes adhérent à l'UNPI, c'est quelque chose aussi qui rentre là-dedans. Et enfin, si vous payez un expert comptable pour le faire, c'est assez rare que ça rentre dedans, mais parfois l'expert comptable dissocie sa facture et indique que, je ne sais pas, sur 300 euros, il y en a 100 pour la déclaration des revenus fonciers, ce qui permet alors de le mettre là. Malheureusement, c'est un réflexe qu'ils n'ont pas, qui est assez rare. Donc on va dire que là, je paye 500 euros de frais d'agence et 50 euros à l'UNPI, donc je peux mettre 550. Tout le monde peut déduire 20 euros, donc là-dedans vous pouvez mettre 20. Le fisc considère que vous envoyez des courriers à votre locataire, etc. Donc vous pouvez le faire. La prime d'assurance, c'est l'assurance propriétaire non occupant. Je vais passer vite sur tout ça. La ligne la plus importante, c'est la 224, j'y reviens tout de suite. Les 225, 226, c'est assez rare. En 227, vous mettez la taxe foncière, toutes les charges payées en 2023. On enlève bien sûr, très important, les ordures ménagères. Donc là encore dans le guide, ça vous montre comment trouver les ordures ménagères et les enlever parce que là c'est redressement automatique. Donc on enlève bien la taxe foncière sans les ordures ménagères. Les ordures ménagères par contre, vous pouvez réclamer ce que vous avez payé à votre locataire. C'est un aspect important. Ici vous ne mettez rien. Ça concerne les autres régimes que le Pinel, où eux, ça se passait sur cette ligne. Pour le Pinel, c'est pas le cas. Donc ça, c'est vite, c'est totalement normal. Et enfin, l'autre difficulté, c'est la ligne 229 et 230. On va dire il y a trois difficultés. Il y a les travaux, je vais revenir dessus. Il y a 229, 230, puis il y a 250. 229, 230, ça concerne uniquement ceux qui louent un appartement dans un immeuble où il y a une copropriété. Du coup, toutes les charges de copropriété que vous avez payées l'an dernier, elles rentrent dans la ligne 229. Ça va s'enlever, c'est des charges que vous avez payées, ça va s'enlever de vos loyers. Par contre, il y a cette ligne 230 qui est très complexe à trouver. Donc là encore, je vous mets en lien je mets tous les liens dans la description de la vidéo là. Je vous renvoie vers un article complet qui explique comment faire pour trouver la ligne 230, mais en gros, c'est quasiment que le syndic qui peut vous le donner. L'explication, je vous la donne rapidement, est la suivante. Imaginons j'ai 1000 euros de provision pour charge en 2023. Donc je vais mettre 1000 ici et ces 1000 euros vont se déduire. Le problème, c'est que ces provisions de 1000, on ne sait pas à quoi elles ont servi encore. Et au bout d'un moment, peut-être que dans ces 1000 euros, eh ben, il y en a 800 qui ont été utilisés pour faire de la peinture, un ravalement de façade, et 200 qui ont été utilisés pour refaire l'escalier de l'immeuble. Et bien il se trouve que refaire un escalier d'immeuble, en fait, c'est pas déductible, alors que la façade, oui. Et donc, un an après, on peut dire au fisc, ah ben écoutez, l'an dernier, j'ai déduit 1000, il se trouve qu'en fait, il y a 200 parmi les 1000 qui ont été utilisés pour des travaux qui ne sont pas déductibles. Et donc, ces 200, un an après, on va les réintégrer dans la ligne 230, et cette ligne 230 va faire augmenter les loyers. Voilà pour l'explication rapide. Donc, du coup, si vous aviez déduit des charges l'an dernier en ligne 229, il est temps de régulariser et de dire quelle partie de ces charges en fait n'étaient pas déductibles et vont faire augmenter les loyers. Ça va rentrer en ligne 230. Donc, dans un immeuble, normalement, vous avez tout le temps ces deux lignes qui sont remplies, quoi qu'il se passe. Et enfin, le gros poste à ne pas oublier, parce que tout va se jouer là-dessus, c'est les intérêts d'emprunt. Vous avez fait un prêt immobilier pour votre Pinel. Ça veut dire que vous avez payé des intérêts d'emprunt et vous pouvez les mettre ici. En général, ils sont élevés. Je vais mettre 3500. Ne vous arrêtez pas là. Comme je l'explique dans le guide, il y a plus que les intérêts d'emprunt. Il y a 4 charges liées au prêt qu'on peut enlever. Donc l'assurance emprunteur, les frais de dossier, les frais de caution et un mutuel de garantie, les frais de caution. J'ai fait dans le guide un petit courrier que vous pouvez envoyer à votre banquier pour lui demander c'est quoi ces 4 frais sur l'année, un courrier professionnel
Comme ça, votre banquier saura vers qui se tourner dans sa banque pour avoir l'info. Et donc tout se joue là parce que ça, c'est un énorme poste les premières années qu'il faut absolument remplir. Donc là, les cas de charges liés au prêt. Et enfin, les travaux. Donc je vais essayer d'être concis aussi, mais en étant précis. Pour les travaux, on prendra le temps. On a fait une formation entière sur les travaux. Donc c'est pas pour rien, hein, c'est que les travaux, il y a des tonnes d'astuces. Vous pouvez déduire pas tous les travaux, mais seulement une partie des travaux. Je vous invite, si vous voulez vraiment le détail, à aller voir cette formation là, quels travaux déduire si on loue un bien meublé au vide. J'essaierai de faire une vidéo YouTube aussi. Mais en résumé, très rapidement, les travaux, ils sont divisés en trois catégories. Il y a les petits travaux qu'on appelle de réparation, les moyens travaux qu'on appelle d'amélioration, et les gros travaux qu'on appelle de reconstruction ou d'agrandissement. On a le droit de déduire les deux premiers, réparation et amélioration. Par contre, ceux de reconstruction, on n'a pas le droit. Reconstruction, ça englobe tout ce qui fait bouger la surface. Voilà, durant la conférence, on a vu les jurisprudences, j'ai répondu à toutes les questions. Mais en gros, voilà, les gros travaux, refaire un escalier, le fisc considère que c'est des gros travaux. Faire une dalle de béton, il considère que c'est des gros travaux. Par contre, dans l'amélioration, refaire l'installation électrique, ça passe. Faire un ravalement de façade, ça passe. Et petits travaux, dès que vous allez à Leroy Merlin, acheter des WC, refaire une serrure, refaire un robinet, tout ça passe sans problème. Et la règle, c'est qu'on peut déduire tout ce qu'on a payé l'an dernier. Donc toute facture payée en 2023 peut rentrer là-dedans. Et comme je vous l'ai dit, ça s'enlève des loyers. Ça veut dire que dès que j'enlève 100 euros ici, c'est 47,2% d'impôt en moins. Donc c'est dès que j'enlève 100, j'ai 50 euros de moins. Si j'enlève 1000, j'ai 500 euros de moins. Donc il faut enlever un maximum. Et il se trouve que la ligne 224, les travaux, et la ligne 250, les cas de charges liés au prêt, on a le droit de les enlever même avant de louer le bien. Et donc, il est très important de faire cette déclaration des revenus fonciers en premier, dès lors qu'on a des charges. Ça veut dire que dès que je débloque le prêt, j'ai des frais de dossier, j'ai les frais de caution, j'ai les intérêts d'emprunt, j'ai l'assurance emprunteur. Et donc, je dois remplir une déclaration 2044 en mettant tout ça ici. Et peut-être que j'ai des travaux qui sont déductibles et donc je dois les remplir aussi. Donc le premier grand conseil, c'est avant même de faire votre Pinel, faites cette déclaration et remplissez un maximum tout ça. Si vous avez oublié, ça se corrige. On a 2 ans. Enfin, l'année en cours, on peut corriger l'année en cours et les 2 années passées. Et encore une fois, dans le guide, vous avez un courrier de correction complet qui suffit d'envoyer au fisc via la messagerie en ligne qui vous permettra de corriger ça. Et donc c'est hyper utile puisque les premières années, en fait, on crée ce qu'on appelle un déficit foncier. On a 0 ici et on crée un gros aspect négatif avec beaucoup, parfois les travaux, parfois les intérêts d'emprunt. Et donc cet aspect négatif, notamment celui qui vient des intérêts d'emprunt, se garde et se reporte les années suivantes pour annuler du loyer. Et donc c'est comme ça qu'on optimise principalement un bien Pinel. C'est en faisant un gros déficit les premières années en n'oubliant pas de remplir ces deux lignes. Et ce déficit chaque année se reporte et permet d'annuler les loyers futurs qui arrivent. Donc bien évidemment, on aura une formation sur le déficit foncier que vous pouvez regarder en replay ou qui aura lieu le 9 mai du coup, qui est ici. C'est ça le déficit foncier, voilà, c'est le fait de créer du négatif. Si vous avez déjà lancé votre Pinel ou que voilà, il est en cours, dans ce cas-là, on continue à optimiser tout ça en déclarant les travaux et les intérêts d'emprunt pour diminuer au maximum ces loyers imposables qui nous engendrent et de l'impôt et des prélèvements sociaux. Je finis avec les travaux, que comme je vous l'ai dit, je pourrais faire une vidéo de 4 heures hein, là-dessus, c'est un peu le problème. Hein. C'est pour ça qu'il y a plein de conférences d'1 heure sur tous les sujets, parce que comme vous le voyez, je peux pas, à chaque fois, il y a des choses importantes. Une chose très importante sur les travaux, si c'est votre premier Pinel ou qu'il est en cours, il y a une règle primordiale à connaître, c'est que je vous ai dit qu'on pouvait déduire les travaux d'achèvement et de réparation, mais que les gros travaux, on ne peut pas. Par contre, on peut les déduire que une fois que le logement est achevé. C'est-à-dire que tous les travaux qui sont faits payés avant l'achèvement du logement, tout ça, on va voir tout à l'heure, ça va rentrer dans la réduction Pinel. Et tous les travaux qu'on paye après, ça, on va pouvoir le déduire ici des revenus fonciers à travers cette case-là, à travers les travaux.
Et donc, quelqu'un qui est en train de faire un Pinel en VFA, il a le choix au début, il peut parfois s'ajuster et choisir de dire est-ce que mes travaux vont dans la réduction Pinel ou est-ce qu'ils s'enlèvent des revenus fonciers. Le choix, si on peut, c'est absolument les enlever des revenus fonciers, puisqu'on gagne 47,2%, alors qu'on verra que tout à l'heure dans la réduction Pinel, on gagne au mieux 2% par an. Si je vous propose 2% par an pendant 6 ans, ça fait 12% en 6 ans ou 47% tout de suite, il n'y a pas photo, hein. Est-ce que vous voulez 12 euros sur 6 années ou est-ce que vous voulez 47 euros tout de suite? Moi, je prends 47 euros tout de suite, bien évidemment. Et donc, l'astuce, c'est qu'en général, on essaye de faire la date d'achèvement le plus vite possible afin de garder des travaux comme faire le parquet, faire la cuisine, ce genre de choses qu'on va payer après l'achèvement et que du coup, on ne sera pas obligé de mettre dans le prix de revient Pinel, on va les déduire sur cette déclaration de revenus fonciers. La cuisine, c'est pareil, direction le guide, il y a des conditions pour déduire la cuisine. Donc voilà, vous pouvez poser vos questions en commentaire. Je fais au mieux en période fiscale, mais bon, voilà, j'ai des millions de visiteurs, donc je ne peux pas répondre à tout le monde. Donc si je reviens là-dessus, il y aura une vidéo pour remplir cette déclaration de revenus fonciers pas à pas. Si vous avez le guide, vous avez tout. Si vous ne voulez pas acheter le guide et que vous voulez du gratuit, vous avez quand même sur le site un article gratuit. Hop. Vous tapez remplir une 2044 et vous avez quand même 7 articles case par case où voilà, vous avez vraiment case par case tout ce qu'il faut faire, hein, la 211, la 212, la 213, la 214, etc., etc. Et vous serez capable de faire ici. Nous, on va finir, on va dire que j'ai 5000 euros ici de loyer, j'ai mes petites charges, et on va essayer d'harmoniser tout ça pour que ça fasse un chiffre un peu rond. On va enlever les 20. Je triche un peu pour qu'on va dire que j'ai 5000 de loyer et 4000 de charges, par exemple. Qui me donne 1000 euros de revenus fonciers imposables. 5000 de loyer, 4000 de charges, et donc j'ai 1000 euros sur lesquels je vais payer ma tranche d'impôt et 17,2 de prélèvements sociaux. Donc une fois que vous avez rempli cette chose-là case par case, la 2044 est finie. Enfin, dernière petite chose, j'ai oublié, il y a une ligne 224 bis qui apparaît sur la déclaration 2024. On la verra dans la vidéo spéciale ou dans la conférence sur les revenus fonciers. Ne la remplissez pas. C'est une mesure contre-productive, il faut absolument l'éviter. Une fois que vous mettez suivant, on est expiré, donc on va aller. Je vous ferai peut-être un petit montage, j'ai passé trop de temps. Hop. Je vais me reconnecter rapidement. Notez que sur le logiciel des impôts, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire autant de simulations que vous voulez. Si vous avez déjà validé votre déclaration et que vous lisez autre chose dans le guide ou pendant la conférence vous apprenez quelque chose, vous pouvez la modifier autant de fois que vous voulez. Il n'y a pas de problème non plus. Même une fois qu'elle a été validée avant la date limite, à partir du 15 août, le fisc réouvre le service de déclaration en ligne et on peut à nouveau le corriger aussi. Donc vraiment, tout est possible, hein. Si vous voyez cette vidéo bien après la période fiscale, aucun problème. Si vous êtes trompé dans vos déclarations de l'an dernier, ça se change aussi, etc., etc. Alors nous y revoilà. Donc, je vais reprendre ma 2044, on va voir ce que le fisc a enregistré. Il avait juste enregistré le 1. On va dire que j'ai 5000 de loyer et 4000 de charges. Voilà. Donc j'ai 1000 euros de revenus fonciers imposables. Le résultat apparaît ici. Donc le montant en 4BA, c'est le montant qui va être imposé au titre des revenus fonciers. C'est le résultat de loyer moins charge. Si vous êtes en négatif, ça apparaît en case 4BC ou 4BB. On verra ça dans la conférence sur le déficit foncier. Il y a deux types de déficit foncier. Ces colonnes-là aussi sont très importantes. Ça concerne ceux qui ont créé un déficit les premières années. Et normalement, c'est le cas de tous les loueurs Pinel. C'est ceux qui ont pensé à déclarer leurs travaux et les cas de charges liés au prêt avant qu'il y ait les loyers. Et donc le déficit qui se reporte chaque année figure dans ces tableaux et on va dire tout le report ou pas le report avec le système qui existe en France se passe à travers ce tableau qu'on détaillera sur la vidéo déficit si j'ai le temps d'en faire une et sinon durant la conférence sur le déficit foncier. Ensuite, au niveau de ces rubriques, c'est pour ceux qui vendent des biens. C'est pareil, il y a une chose que je n'ai pas montrée.
que vous pouvez remplir ou pas, le fisc vous demande le détail des travaux quand vous en avez. Vous pouvez le mettre ou pas, ça n'a pas trop d'importance. L'important, c'est de garder les factures en cas de contrôle. S'il n'y a pas assez de lignes, vous groupez vos travaux. Cette rubrique est purement informative. L'important, c'est que ce soit rempli ici. Pareil pour le prêt. Vous pouvez remplir ici la rubrique. Si je déclare 100, je peux mettre le nom de la banque, etc. C'est purement informatif. L'important par contre, c'est que le montant là soit bien présent dans la ligne de 150. C'est ça que le logiciel va retenir pour le calcul, hein. Je vois des gens qui oublient de remplir les rubriques et qui mettent le détail. C'est un peu dommage parce que du coup, ils déduisent pas leur charge. Donc là, voilà, on apprend que dans ma case 4BA, je vais avoir 1000 euros imposés. Si je reviens à ma déclaration de revenus, quand je vais passer sur les cases numéro 4, je vais voir le résultat qui est ici. Et donc je sais que j'ai bien fait les choses. Maintenant, je peux m'attaquer au troisième formulaire qui est la réduction d'impôt Pinel. Je m'occuperai de la 2044EB à la fin puisqu'elle ne concerne pas tout le monde. Pour avoir votre réduction d'impôt Pinel, ça se passe dans les cases numéro 7 qui vont apparaître grâce au fait qu'on ait coché investissement Pinel à l'étape 3. Alors, ce n'est pas les premières, ça va apparaître sous cette forme. Je sais que j'ai un enfant, merci. Ça apparaît sous cette forme ici. Quand vous avez coché ici, vous pouvez indiquer si vous avez un Pinel, vous pouvez indiquer si vous avez un de Normandie, un Duflot, un Cellier, etc. On est dans la vidéo Pinel, donc nous, on coche qu'on a un Pinel ou un Pinel plus. Alors on peut dire si c'est un investissement qui commence cette année ou les années passées. Moi, mon conseil, c'est de mettre ici plusieurs investissements Pinel pour avoir toutes les cases. Donc avant d'avancer, on va s'attaquer à une chose primordiale qui est de dire quand commence la réduction d'impôt Pinel, puisque ça, c'est ça qui est vraiment important ici. Et donc pour ça, il y a un petit tableau qui existe. Ouais. Ça va encore me déconnecter, mais c'est pas grave, on va prendre le temps. Je pense que la plupart des gens sont en VFA, c'est même pas je pense, c'est je sais. Et en fait, on a ce qu'on appelle un fait générateur. Quand le fait générateur apparaît, par exemple si le fait générateur apparaît en 2024, ça veut dire que votre première réduction d'impôt, vous l'aurez en 2025 sur les revenus 2024. Donc les gens qui commencent leur Pinel cette année, c'est tous ceux qui ont un fait générateur en 2023. La plupart du temps, on retient soit l'année d'achèvement du logement, soit l'année d'achèvement des travaux. On a même, comme je l'explique dans le guide, des fois on peut un peu choisir, mais voilà, c'est souvent ça qui fait foi, hein. Donc, si vous regardez où est-ce que vous êtes, est-ce que c'est un logement acquis neuf? Dans ce cas, c'est l'année d'acquisition du logement. Est-ce que c'est l'acquisition d'un logement en VFA? Dans ce cas, c'est l'année d'achèvement des travaux. On va dire 90% des dossiers que je vois, c'est du VFA. Et ce qui compte, c'est l'année d'achèvement du travaux. Ça peut être soit le jour où on vous livre le bien, soit le jour qui est noté sur la date d'achèvement des travaux. Donc si j'ai une déclaration d'achèvement des travaux au 31 décembre 2023, je peux demander ma première réduction Pinel en 2024 sur les revenus 2023. Et je remplis cette rubrique. Par contre, ma déclaration de revenus fonciers, ça fait peut-être 2 ans que je la fais, depuis que j'ai le prêt. Donc cochez toujours plusieurs investissements Pinel. Et alors, cette année, c'est la jungle. Il va falloir être très très attentif, puisque on a les anciens Pinel qui donnaient 2%. On a les Pinel Plus qui donnent 2% aussi. Mais on a les nouveaux Pinel pour les gens qui ont acquis un Pinel en 2023 où c'est des taux inférieurs à 2%. Au milieu de tout ça, on a l'outre-mer avec des engagements sur 6 ou 9 ans qui ne sont pas les mêmes. Et en plus, dans le formulaire des impôts, c'est très complexe, tout se remplit de manière différente. Donc là, on va prendre le temps. Je vais vous expliquer déjà le principe avant de voir les cases. Le principe de la réduction Pinel, c'est qu'il faut calculer votre prix de revient, c'est-à-dire combien a coûté le logement. Là encore, je vous invite à aller lire le guide, puisque en général, c'est le prix d'acquisition chez le notaire, mais on peut rajouter quelques petites charges. Donc, vous calculez votre prix de revient. Imaginons, j'ai payé 190 000 chez le notaire, et j'ai eu 10 000 de charges annexes qui peuvent rentrer dans le prix de revient. Donc, j'ai un prix de revient à 200 000. La première année, les cases qu'on remplit, la première année du Pinel, c'est les cases qu'on voit là. Il faut remplir tout le prix de revient. C'est marqué ici en tout petit. À remplir uniquement la première année de demande de réduction d'impôt, indiquer le montant de l'investissement. Donc la première année, si c'est mon cas,
je vais devoir remplir 200 000. Mais les années suivantes, 2, 3, 4, 5, 6, ça va être les cases qui sont en dessous, à remplir à partir de la deuxième année d'application de la réduction d'impôt. Et là, c'est pas 200 000 que je vais devoir mettre, c'est le montant de ma réduction d'impôt. Donc si je suis dans un taux à 2%, c'est 4 000 euros de réduction d'impôt que j'ai, et les années 2 et suivantes, je devrais mettre 4 000. Par contre, si je suis dans un taux plus faible à 1,5%, je n'ai pas le calcul là, mais ce sera voilà, peut-être 3 500, etc. Donc déjà, il y a ce premier piège. La première année, on met le montant de l'investissement, les années suivantes, on met le montant de la réduction d'impôt. Le fisc, toujours très malin, quand on proroge, la première année où on proroge, c'est-à-dire si je suis parti 6 ans et que je décide de partir un peu plus, 7, 8, 9, l'année 7, il faut à nouveau que je mette le montant de l'investissement. Donc ça fait 5 ans que je mets des 4000, sauf que là c'est la 7e année, je proroge, et donc je dois remettre 200 000 dans ces cases. Par contre, l'année 8 et 9, je retombe, deuxième ou troisième année de complément. Cette fois, je devrais mettre la réduction d'impôt. Je ne sais même pas pourquoi ils ont mis un tiers du complément de réduction d'impôt. Cette fois, dans les cas 7 RI et suivantes, c'est le montant de la réduction d'impôt. Donc déjà, rien que ça, c'est un enfer. Il y a des tonnes d'erreurs. Et voilà, je corrige les déclarations sur demande. J'en vois tous les jours. Ce qui est normal, hein, c'est hyper complexe. À l'époque, ça allait puisque toutes les cases faisaient 2%. En métropole et en outre-mer, on avait le taux d'outre-mer, on n'avait pas de problème, quoi, c'était les mêmes. Donc on se posait la question de partir sur 6 ans ou 9 ans, c'était tout, et puis voilà. Je vous donne le conseil tout de suite, il faut partir sur 6 ans absolument, sauf cas exceptionnel, vous verrez dans le guide, mais voilà, de 6 on peut aller à 9 et de 9 à 12 sans problème, et au bout de 6 ans, on a le choix de vendre, de partir, etc., alors que ceux qui partent sur 9 ne l'ont pas. Donc sauf cas très assez complexe ou particulier, c'est 6 ans, hein. Sauf que cette année, malheureusement, tout change, puisque toutes ces cases-là que vous voyez, notamment pour la première année, n'ont pas le même effet. Le problème étant que on a les Pinel Plus, c'est-à-dire c'est un Pinel qui a été acheté en 2023, mais qui répond à certains critères de performance énergétique, ils ont encore le droit au taux avantageux de 2%. Donc si je mets mes 200 000 ici, en 7VD ou en 7VE, comme c'est mon premier Pinel, je vais avoir 2% de réduction d'impôt. Le logiciel va faire 2%. Ici, les taux d'outre-mer du Pinel Plus. Il y a d'autres gens qui ont acheté un Pinel avant 2023. Acheté, j'entends. Ils ont acheté en VFA avant 2023. Il y a eu des travaux, etc. Ça s'est achevé en 2023. Le fait générateur achèvement 2023 fait qu'on fait la première déclaration Pinel en 2024. Ces gens-là, ils ont le droit au taux de 2% aussi. Ils ont acheté avant 2023. Et donc toutes ces cases ici, 2019, 2020, 2021, 2022, en métropole, c'est des cases à 2%, que ce soit 6 ans ou 9 ans. Mais on a des gens qui ont acquis en 2023, qui ont acheté en 2023, et où le bien est achevé en 2023 aussi. Ces gens-là font la première déclaration Pinel, mais ils n'ont pas le taux de 2%, ils ont un taux moins avantageux. Et donc ils doivent absolument remplir cette rubrique. Et là, ça ne fait pas des taux de 2%, ça fait des taux inférieurs. On a le même schmilblick avec la métropole, avec l'outre-mer sur chaque case. Donc il faut être très très vigilant ici. Je vous ai tiré une petite image qui est dans le guide détaillé que je vous montre. Est-ce que je l'ai quelque part? Ouais, elle est là. Voilà une image ici où j'ai repris toutes ces cases. Là, vous voyez, 7VD à 7QU. Si vous avez moindre doute, si votre case elle est remplie en rouge, par exemple, vous regardez la légende, en rouge, c'est un taux de 2%. C'est-à-dire que si je mets 100 000 ici, le logiciel me fait 2 000 euros de réduction d'impôt. Si je mets sur une case violette, par exemple, je vois que 7QR, c'est en violet sur mon petit graphique, c'est un taux de 1,75%. Pinel achat en 2023. Et donc si vous mettez 100 000 ici, vous aurez 1750 de réduction d'impôt. Si je pars sur 9 ans pour un Pinel 2023, c'est un taux un peu inférieur parce qu'ils ne l'ont pas lissé de la même manière sur 6 et 9 ans. Et donc dans ce cas-là, dans le cas 7QS, vous regardez la légende, vous voyez qu'en bleu, c'est 1,66%. Donc si je mets 100 000 ici, j'aurai 1666 euros de réduction d'impôt, etc., etc. Si vous êtes en dessous, dans toutes ces cases-là, dans ce cas-là, vous mettez normalement juste le montant de la réduction d'impôt
qu'en général, vous connaissez, hein, les gens qui font du Pinel font ça pour la réduction d'impôt et en général, ils sont au courant. Donc voilà, si vous êtes dans l'engagement de location, c'est un peu pareil. Et durant la conférence sur le Pinel, elle est quand celle-ci? Bon, dans l'e-book, il y a le détail, mais je pense que ça vaut le coup de, si vous avez un Pinel, d'assister à la conférence sur le Pinel ou de regarder le replay. Quand est-ce que je l'ai mise? Durant la conférence sur le Pinel, on fera un focus sur les reports qui sera importante. C'est le 16 mai à 18 h. Et donc elle sera à la fin de l'article ici, si vous ne pouvez pas la regarder en direct. Et on se focalisera sur les reports, mais voilà, c'est le même système, comme j'ai dit, réduction et puis ça. Et c'est tout. Après, vous avez fait votre déclaration de revenu foncier, votre réduction Pinel, normalement, vous avez tout. Donc, si vous avez une petite remarque, vous pouvez le mettre ici au fisc en cliquant, mais a priori, en général, ça suffit. Et pareil, durant les conférences, je ne vais pas le faire ici parce que c'est long, on verra le détail du calcul pour vérifier que vous avez bien eu votre réduction ou pas. Je ne peux pas trop le faire ici, hein, c'est compliqué pour moi de vous expliquer, c'est très long. Il y a plein de situations différentes qui font que on a ou on n'a pas notre réduction Pinel, puisqu'il faut qu'il y ait un impôt suffisant, etc. Le petit résumé du fisc est très mal fichu, donc ça, voilà, c'est des détails que je ne peux pas donner dans cette vidéo qu'on fera pendant la conférence. Mais si vous remplissez, comme j'ai dit, je veux dire, il n'y a pas de... Vous aurez votre réduction d'impôt et vous le verrez apparaître sur l'avis d'impôt, voilà, c'est pour ceux qui souhaitent aller plus loin. Enfin, si c'est votre première année de déclaration Pinel, pas de revenu foncier, hein, c'est la première année que vous demandez votre réduction Pinel. Ou si vous êtes parti sur 6 ans et vous prorogez pour la première fois, vous passez de 7, vous êtes dans votre 7e et vous allez jusqu'à 9. Ou si vous avez fait 6 plus 3 et donc vous décidez de refaire 3, c'est-à-dire vous êtes dans la 10e, ou vous avez fait 9 et vous décidez de continuer à 3, vous êtes dans la 10e, il faut remplir cette annexe 2044 EB qui est primordiale. En cas de contrôle fiscal, c'est elle qui détermine tout. Il faut absolument ne pas l'oublier. Si vous l'avez oublié, passez par le courrier de correction du guide professionnel pour qu'il n'y ait pas de souci. Parce que vraiment, ça, on ne peut pas passer à côté. Donc nom, prénom, là-dessus, il n'y a pas de problème. L'adresse du logement, ça permet au fisc de vérifier que votre logement est bien dans une zone Pinel. Ensuite, vous cliquez ici, soit c'est votre premier Pinel, Pinel Métropole ou Outre-mer, soit vous êtes dans votre première prorogation, c'est ici, Pinel Métropole ou Pinel Outre-mer, première prorogation, c'est ceux qui sont à la 7e année, soit vous êtes ici, seconde prorogation, ceux qui sont à la 10e année, Pinel Métropole ou Outre-mer, seconde prorogation. Donc vous cochez celui qui vous concerne. Nous, on va mettre. On va faire que. On va dire comme si c'était une première. Pour que les cases apparaissent. Ensuite, le logiciel vous demande. Il devrait me demander autre chose là. Et il demande après. Le logiciel vous demande en 4 la surface du logement au sens du loyer. Ça sert à vérifier que vous ne louez pas votre logement trop cher. Donc là encore, que ce soit dans le guide, mais aussi sur le site gratuitement, vous avez des articles sur. Vous avez dans la rubrique Pinel, vous avez voilà, je vous conseille. Vous allez d'abord dans Immobilier loi Pinel. Non, elle n'est pas là. Je mettrai le. Hop. Pardon, vous allez dans la rubrique Immobilier. Je vais mettre un lien. Loi Pinel, voilà. On va dire que vous lisez tous les articles qui sont ici. Si ça ne suffit pas, vous allez vers le guide, sinon vers la conférence. Mais là-dedans, vous avez un article sur le plafond de ressources locataires et sur comment calculer le plafond de loyer Pinel. Et donc, quand on calcule le plafond de loyer Pinel, il faut calculer une surface spécifique, qui n'est pas la surface du logement, hein, c'est la surface au sens du loyer Pinel. Donc, imaginons, c'est 40. Le fisc vous demande de la remplir ici. Vous êtes ensuite en location directe. En 99% des gros, c'est tout le temps de la location directe. Vous mettez la date de prise d'effet de la location. Primordial aussi, c'est pas grave si elle a lieu après l'achèvement, ça arrive, c'est tout à fait normal. Par contre, c'est primordial parce que vous vous engagez à louer 6 ans ou 9 ans ou 3 ans de plus, et ce qui compte, c'est la date de première location. Donc ne vous trompez pas sur cette date de location, prenez bien celle du bail, c'est très important ici de mettre la bonne date. On vous demande le loyer hors charge.
Et le logiciel va automatiquement vérifier que ce loyer hors charge dans la zone considérée avec l'adresse qu'il a ici est possible avec une surface de 40. Donc tout se joue là-dessus. Pas de virgule ici, comme j'explique dans le guide, on arrondit à l'inférieur pour le logiciel des impôts. Pour le calcul, vous pouvez faire avec les virgules, mais on prend une marge de quelques euros. On ne gagnera pas beaucoup enfin, l'optimisation du Pinel ne passe pas par un loyer au taquet. Ça passe par remplir une bonne déclaration d'impôt. Et ça, c'est tellement important qu'au niveau du loyer, on se met un peu en dessous. Je vois tous les jours des Pinel qui se font annuler pour 3 euros de loyer qui dépassent et c'est des redressements à plus de 20 000 euros. Donc on ne triche pas là-dessus. Cette rubrique est informative. Si vous êtes sûr d'avoir calculé le bon loyer Pinel, même si vous vous trompez ici, le FIS vous demandera les documents et ça s'arrêtera là. Ensuite, pour avoir un Pinel, il y a des conditions à respecter selon que vous ayez acquis neuf ou en VFA, etc. Donc vous mettez comment vous avez fait votre Pinel. Je vais mettre le VFA. On vous demande la date d'acquisition du logement, la date de dépôt du permis de construire et la date d'achèvement du logement et le prix de revient. La date d'acquisition de l'immeuble est très importante maintenant puisque c'est la date à laquelle vous avez acheté, signé chez le notaire. Donc ça peut être, des fois il y a 1, 2, 3 ans, ce serait tout à fait normal. La date de dépôt de permis de construire ne sert à rien en Pinel, c'est juste que c'est le même formulaire pour les Duflo et Cellier et chez eux c'est important. Par contre, la date d'achèvement est primordiale puisqu'on a vu tout à l'heure que au moment de l'achèvement, c'est ça qui détermine quand commence votre Pinel. Qui plus est, entre l'acquisition et l'achèvement, il faut qu'il y ait un certain délai minimum et le FIS va vérifier ça avec le logiciel ici. Enfin, le prix de revient, c'est ça qui va déterminer votre réduction Pinel, savoir combien vous aurez en tout. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, le prix d'achat plus quelques frais annexes. Et après, ça ne bougera plus. Donc, cet aspect-là est très important. Et derrière, vous allez signer, entre guillemets, c'est-à-dire vous allez vous engager pour 6 ou 9 ans. Donc, tout va passer ici par cette rubrique-là. C'est ça qui fera foi. Une fois que vous choisissez 9 ans ou 6 ans, c'est terminé, hein. Après, tout se joue là-dessus. Moi, je vous conseille de partir sur 6 ans, le conseil habituel, puisqu'au bout de 6 ans, vous pourrez proroger de 6 jusqu'à 9, et au bout de 9, vous pourrez proroger de 9 jusqu'à 12. Donc là, on va dire avant, quand c'était le taux de 2%, la seule différence entre partir sur 6 ou sur 9, c'est qu'au bout de 6 ans, ceux qui avaient pris 6 ans, ils ont le choix de s'arrêter, ils ont le choix de passer en meublé, ils ont le choix de vendre, ils ont tous les choix ou de continuer. Alors que celui qui a pris 9 ans est bloqué. Aujourd'hui, c'est un peu différent puisque avec les nouveaux taux de Pinel, la réduction sur 6 ans n'est pas la même que sur 9 ans chaque année, hein. Sur 9 ans, c'est un peu moins. Si on fait 6 plus 3, on arrive au même total que les 9. Mais il y a des cas où des gens qui n'arrivent pas à utiliser toute la réduction Pinel parce qu'ils n'ont pas assez de revenus les premières années, etc. Il y a des cas où des fois c'est mieux de partir sur 9, assez rare. Une fois que c'est fait, c'est bon. Je pense que non, je suis pas déconnecté, mais c'est bon. De toute manière, oui, on est déjà à 42 minutes. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Vous avez le gros de tout ça. De toute manière, je récapitule. Si vous voulez en rester à cette vidéo et ne pas acheter les guides ou faire les conférences, vous pouvez tout à fait, ça ira très bien. La Pinel, ça passe par 3 déclarations. Absolument, la 2044B, c'est que de l'informatif. Ça sert juste à vérifier que les conditions de votre Pinel soient réunies et de savoir si vous partez sur 6 ou 9 ans. Ne jamais l'oublier par contre, elle est primordiale, mais elle n'est pas compliquée à remplir. La 2044, celle-ci à remplir chaque année avant même de demander votre réduction Pinel chaque fois. Les loyers que vous allez percevoir vont engendrer beaucoup d'impôts et c'est primordial de les réduire au maximum. Toutes les astuces du Pinel se passent là-dessus, hein. On va déduire un maximum de charges et on commence à le faire bien avant de louer. Ça marche pour le Pinel, ça marche pour toutes les locations vides en général. Et enfin, il faut faire une 2042 RICI pour avoir sa réduction Pinel. Sur le logiciel du fisc, elle n'apparaît pas ici, elle apparaît dans les cases numéro 7 qu'on a vu tout à l'heure, en cochant à l'étape 3, Pinel, etc. Voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je vous mets un maximum de choses en commentaire de la vidéo, un lien vers les articles gratuits sur le Pinel ici, un lien vers le guide à la conférence pour ceux qui veulent y assister. Mais là, bien sûr, on est sur des choses qui sont payantes.
J'essaie comme je peux de répondre aux commentaires, mais voilà, avec le trafic qu'il y a sur le site et le nombre des questions, j'en reçois 100 par jour. Donc je fais au mieux et bien évidemment, je réponds à tout le monde quand c'est durant les visioconférences pour les abonnés et pour les autres, je fais au mieux. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé et puis on va faire des vidéos tout au long de la période fiscale. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.